Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre Talk Foot. Tous les mercredis, vous le savez, on vous accueille dans notre salon ou vous êtes aussi dans votre salon peut-être, qui sait. Bienvenue en tout cas sur Facebook, bienvenue sur YouTube. Vous n'hésitez pas d'ailleurs sur Facebook à nous laisser vos commentaires. Toujours à mes côtés, Philippe Buguin, enfin toujours sauf la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, petite infidélité de la part de notre Filou. Faut souffler de temps en temps. Oui, mais tu as bien raison, Philippe, évidemment. Voilà. Et puis un invité extraordinaire, ancien international hongrois. On peut le dire, puisque une rencontre disputée face à l'Australie pour la Hongrie, et puis une banquette face au Portugal dans les qualifications pour l'Euro 2000. Gabor Boukrad, évidemment, il y est passé par Couvain-Mariembourg. Il est aujourd'hui, notamment, à Sydney, ancien footballeur professionnel aussi. Mais Philippe, je vais évidemment compter sur toi pour la bio. Ce sera juste après avoir lancé la première mi-temps, évidemment, de ce talk. Et on accueillera d'ici quelques instants Nicolas Di Pietro, médian défensif de la Jeunesse Tamine, mais ce sera pour tout à l'heure. Mon cher Philippe, remettez votre, on me dit non, votre micro surtout. Mon micro qui file là sur le côté. Oui, si tu veux bien. Voilà, parfait. Comme ça, on t'entendra mieux. Voilà. Pour nous faire la bio de Gabor Boukrad, faut-il le présenter? Non, mais oui, on va le faire avec grand plaisir. Un tout petit peu, oui. Mais on va commencer par lui souhaiter bon anniversaire. C'était dimanche. C'était dimanche, 50 ans. Ça se fête. C'est toujours un petit cap. Et toujours jeune, notre ami Gabor, qui est né à Eger, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à 110 km de Budapest, de la capitale hongroise, mais il y a déjà un bon bout de temps que vous êtes ici en Belgique. Vous êtes arrivé à quel âge? Je suis arrivé en 91. En 91, là vous me faites calculer, vous avez... 16 ans plus ou moins. Allez, à 16 ans, voilà. Eger qui est à une quarantaine de kilomètres de la frontière slovaque. On est au nord-est de la... Nord-ouest, pardon, nord-est, je dis bien, de la Hongrie. Oui, c'est ça. Et alors, je vérifie la fiche Wikipédia. Votre nom n'est pas inscrit dans les personnages connus de la ville. Ça, j'étais surpris de ne pas voir Gabor Boukrad dans les personnages, les personnalités de la commune. Ouais. Bon, enfin, voilà. Je ne suis pas une vedette. Voilà, mais d'ailleurs, vous dites tout près de la Slovaquie. D'ailleurs, mon nom de famille Bukrad, ce n'est pas hongrois, c'est slovaque. C'est slovaque. La famille de côté mon papa, c'était des Slovaques. Ah ben on en apprend tous les jours, c'est bien. Donc vous avez été formé à Honvéd Budapest, et c'était déjà un club de D1. Je ne sais pas si vous avez joué quelques matchs en D1 justement à Honvéd. Non, j'étais juste en équipe d'âge. En équipe d'âge, donc 5 ans au Sporting de Charleroi, c'est là mon premier club belge. Et puis il y a eu 2 clubs espagnols, Cordoba et Xerès exactement. C'était là des 2 espagnols. Il y a eu un club anglais, Walsall, et puis 2 ans quand même à l'Austria Salzbourg, qui est quand même un club de D1 autrichienne. Et puis le retour en Belgique, vous êtes passé par l'Antwerp, Namur quand même, cette bonne ville de Namur. 4 ans et demi là, joueur, c'était l'époque de Jean-Claude Bodard, on le salue s'il nous suit. Et puis il y a eu des passages à Épigny, Wallin, Couvain-Mariembourg et Onhaye. Vous avez terminé votre carrière de joueur il y a tout juste 10 ans en promotion donc à Onhaye, avec des problèmes récurrents à la hanche. C'est ça qui vous a fait arrêter le football. Et donc, depuis l'opération, je suppose que maintenant, vous êtes remis à neuf, Gabor. Vous avez été coach à Couvain-Mariembourg en D2 et D3 CFF. Et puis, vous êtes le coach de Sydney cette année. Voilà pour votre petite bio sportive. Pas si petite que ça, Philippe, c'est une belle petite... Très, très belle carrière. Walsall, c'était Ligue 1, Ligue 2, c'est ça, un D3, D4 Oui, c'était juste en dessous de la première ligue. C'était déjà un championship. Ah ouais, c'est ça. Oui. Voilà. C'était chouette. Alors, j'allais dire, on commence directement en force. Les derniers jours étaient un petit peu difficiles, Gabor. 3 points. Le premier, la Hongrie, votre pays, éliminé pour la Coupe du Monde, alors qu'elle devait prétendre au barrage, éliminée dans les arrêts de jeu contre l'Irlande. Un match les circonstances folles. Un peu folles. Je crois que les Irlandais ne sont toujours pas couchés là, au jour d'aujourd'hui, depuis samedi, tellement ils ont fait ça. Et puis, il y a eu les Irlandais, c'est peut-être pas impossible, effectivement. Les Écossais, c'était pareil aussi, mais enfin, on va pas prendre la tangente pour toutes ces équipes-là. Il y a eu la défaite de Sydney dans un match important à Ever ce week-end, puisque vous êtes battu 4-3. Et puis, il y a un petit coup de fil ce jour, ça c'est peut-être l'info du jour, de votre président André Daoust, qui vous met un petit peu la pression, parce que pas très content du 4/12 de Sydney pour le moment. Ça veut donc dire que le match capital contre Esch,
contre l'Oyers après, c'est même 2 matchs capitaux, et puis même 3, hein, puisqu'il y a un déplacement à Saint-Michel, des adversaires directs. Il ne faut pas les louper. Pour l'équipe, bien sûr, mais aussi pour vous. J'imagine que si le président vous téléphone, c'est un peu tout ça. On va voir peut-être, si on a le temps, Greg, reprendre un par un, très rapidement, la Hongrie éliminée. Oui, ils peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, je pense, parce qu'ils ont fait des très beaux matchs contre le Portugal, par exemple. Et même en Irlande, ils gagnaient 0-2 et ils se font avoir aussi dans les dernières minutes. Je pense que l'Irlande fait 1-2 à la 92e et 2-2 à la 95e. Ici, un petit peu pareil. Vraiment, le match nul était encore bon pour jouer les barrages. C'est une catastrophe au pays ? Je ne sais pas, je n'ai pas trop des infos, je n'ai pas trop suivi ça non plus. Mais dans un groupe difficile, ceci dit. Oui, quand départ. même, oui, voilà. Mais je pense que voilà, c'est eux qui ont raté cette place de barrage. Oui. Ouais, et donc, on arrive à ce match contre Evere. C'est quand même une surprise quand on mène 0-2, qu'on a tout entre ses mains et puis laisser filer le match comme ça en deuxième période surtout. Oui, pareil que la Hongrie, je pense qu'on peut que s'en prendre à nous-mêmes. Et c'est vrai que pas souvent on a eu l'occasion cette saison de mener au score. Et de mener comme ça, je ne vais pas dire assez confortablement, parce que Evere est une très belle équipe. Vraiment, ça joue très très bien au football. Mais surtout aussi, souvent ça nous est arrivé déjà dans une période assez courte. On prend 4 buts en une demi-heure. Parce que je pense que le 0-2, on marque un peu juste avant l'heure de jeu ou quelque chose comme ça. Et oui, on peut que s'en prendre à nous-mêmes. Après, je pense que c'est pas un hasard non plus que ça nous arrive. Pour l'instant, on est un petit peu dans le doute et il nous manque de confiance. On va y revenir, notamment ces problèmes défensifs, parce que vous encaissez beaucoup trop à Racine. On en vient au coup de fil du jour, puisque c'est un peu l'info du jour du président ce matin chez vous. Peu de gens le savent, mais puisqu'on en a parlé un peu tous les deux, c'est quelque chose qui vous retourne un peu. Et que se passe-t-il exactement ? Il ne m'a pas téléphoné pour me mettre la pression. Il m'a sonné pour autre chose aussi. Mais j'ai une très bonne relation avec le président et évidemment, on discute aussi de notre situation, évidemment. Et aujourd'hui, on a discuté aussi. Il peut pas être satisfait, c'est sûr et certain. Vous parliez... Pas non plus d'abord. Non, pas du tout. Je pense que cette situation satisfait personne, ni moi, ni le staff, ni les dirigeants, ni les joueurs, et pas seulement le 4 sur 12. Je veux dire, depuis le début du championnat, après 12 matchs, on n'a que 12 points. Donc oui, c'est compliqué et c'est insuffisant, clairement. Et je peux le comprendre si le président est mécontent. Ouais. On va prolonger la discussion un peu plus tard sur la situation de Sydney, mais on va accueillir notre premier invité, Nicolas Di Pietro, milieu def à la jeunesse Tamine. Bonjour Nicolas, tu nous entends bien? Bonsoir. Et on t'entend bien, c'est bien, oui. Parfait. Voilà, jeunesse Tamine, on s'attendait à une saison de domination. On y est, effectivement. Ça se passe bien, les voyants sont au vert à Tamine. Mais pour le moment, ça se passe bien. On est premier, comme vous le savez sans doute. On est bien parti. OE nous a bien tenus quand même jusqu'à présent. Et on continue là-dessus. On travaille beaucoup à l'entraînement pour aller chercher le titre. Philippe, on le savait, Tamine a aussi conservé un certain nombre de grands noms et de noms de qualité, de joueurs qui n'ont rien à faire en P2, mais qui ont décidé de soutenir le projet, de faire revenir les Taminois en P1. Absolument, et on va citer que les principaux, Adam Salès et les frères Noël déjà, j'en oublie certainement d'autres, et avec un coach aussi comme Greg de Jeff. Voilà, il y a quand même une griffe un petit peu ancienne et tous ces jeunes qu'on a déjà vus, je pense notamment à celui que vous avez remplacé, je pense ce week-end de Smet, qui a déjà un tout petit peu, qui est encore fort jeune, qui a déjà un peu joué en Détroit et finalement on voit aussi les bonnes trouvailles du coach il a beaucoup de relations avec De Jeff, donc quand il amène un Rossom, et il y en a certainement d'autres. Vous avez, Nicolas, une équipe pour vous très équilibrée entre expérience et jeunesse, beaucoup de talent dans ce groupe. Vous ne pouvez que remporter le titre?
Alors, pour moi, on a vraiment énormément de qualité dans le groupe, que ce soit devant, au milieu ou derrière, et même les gardiens. On a vraiment un groupe homogène, que ce soit au niveau de l'âge ou alors vraiment des qualités. On a aussi un centre de formation qui nous suit. Donc tous les jeunes, les U17, 19 et même la P3 peuvent venir avec nous. Ce week-end, par exemple, on a joué avec un jeune de 16-17 ans. Il a fait vraiment un super match en défenseur central. Donc vraiment, on a une équipe, on a un club et un noyau vraiment taillé pour la P2. La seule déception, c'est la première tranche, par contre. Hein. Ah oui, Ça, c'est quand même le coup manqué dans un très beau début de saison. Une première tranche qui file à OE, c'était un ticket sûr pour un match pour la montée, quoi. Alors, on a perdu des points importants à des mauvais moments. Déjà, contre OE, on fait un nul. On avait le match plus ou moins en main. Et ensuite, on prend un lob de Corentin Depas du milieu de terrain. Et voilà, donc on a perdu ces points-là. On a perdu des points quand OE a également perdu des points. Donc ici, ce week-end, on a réussi à repasser devant. Et c'était la 4e fois qu'on pouvait repasser devant. Donc on l'a fait un peu tardivement, mais c'est venu. Ça veut quand même dire que la série n'est pas si simple que ça pour Tamine. Il y a quand même de la qualité. On cite OE, effectivement. On pourrait citer Tavier. On pourrait citer aussi l'équipe B de l'Arquet, dans lequel on a quand même pas mal de jeunes gamins qui poussent. Et c'est un projet de club aussi de faire monter cette équipe en P1. On ne va pas vous lâcher la grappe non plus, j'imagine, d'ici à la fin de l'année. Il faudra rester concentré pour tous les matchs. Non, c'est certain. Dès qu'on joue un club ou une équipe, l'équipe se donne à fond. Ils veulent faire tomber Tamine. Ils se donnent vraiment à fond. Mais est-ce que c'est pas quelque part normal? Vous êtes mis non. aussi une cible sur le dos. En début de saison, c'était clairement assumé. On veut monter et on a gardé une grosse cylindrée. Donc quelque part, c'est aussi se mettre un peu une cible sur le dos. Bien sûr, mais je pense que le club a bien fait d'annoncer ça. Je pense qu'un club comme Tamine n'a rien à faire en P2. Et donc, on doit aussi on doit assumer le statut. Oui, et je lisais un commentaire de votre coach qui se disait, et ça rejoint à ce que vous disiez aussi, Greg, très surpris par la très belle équipe de l'Arquet B, par exemple. Exactement. Avec beaucoup de jeunes, beaucoup de qualité. Ils sont venus chez nous jouer au foot. Ça a été un beau match de foot. Et franchement, moi aussi, j'ai trouvé que l'Arquet, c'était une des plus belles équipes de la série. 6 points, hein, donc entre l'Arquet et Tamine, 6 points, c'est 2 victoires. On peut même gratter un peu plus loin. Hein. Moi, je suis quand même assez surpris aussi de voir une équipe comme le Standard Flawin à 22 points, donc à 8 points de la première place. Quoi. Et même Tavier à 5 points de la première place. C'est une très belle équipe, Tavier. D'ailleurs, c'est la seule défaite que vous avez connue, 2-1 à Tavier. Ouais. Et vous avez été accroché par OE, on l'a dit, Arquet B, on l'a dit. Et Gève aussi, qui est une équipe pas facile à manier chez elle déjà. Exactement. C'est assez compliqué d'aller jouer là-bas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont aller gagner à Gève un samedi soir là-bas sur leur grand synthétique. Mais voilà, c'était aussi le cas à l'époque, mais c'était pas le grand synthétique, c'était le terrain avec une montée de plus ou moins 4 ou 5% de la montée, un terrain pas du tout drainé, donc c'était pas forcément évident non plus. Je reviens rapidement, Philippe, dans le chat, parce qu'on a quelques commentaires, essentiellement non pas sur la qualité de jeu de Nicolas, mais sur la moustache de Nicolas. J'ai Adriano Corvo, la moustache évidemment, Lucas Milone, la pépite, Andrea Marcelli, le maestro de la P2. C'est Andrea le maestro de la P2. Voilà, c'est que de l'amour. Cette émission, c'est à chaque fois la même chose. Claudio Pagnon, Fourguiele et le Mustaccio. Donc voilà. C'est le Mexicain de Tamine, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mexicain basané, comme disait la chanson. Voilà. Mais on n'a pas trop dit, mais Nicolas, c'est un peu le couteau suisse de la jeunesse, parce qu'on peut le mettre à toutes les places. Encore ce week-end, normalement, vous êtes d'abord un milieu récupérateur, un 6, comme on dit, et là, on vous a fait rentrer en arrière-gauche, je crois, non? Exactement. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai été formé défenseur gauche au Sporting de Charleroi.
Donc j'ai encore quelques restes de défenseur gauche. À l'ancienne ou, Et puis quand- ou à la moderne? Donc un vrai back gauche qui n'a pas le droit de passer à la ligne médiane ou un latéral, un piston sur le flanc? Moi, on va dire entre les deux. Et donc, Entre les deux. Nicolas, qui il vient de le dire, hein, formé au Sporting de Charleroi aussi, donc il était déjà passé un petit peu par les provinciales à Tamine. Je pense que vous avez joué un tout petit peu aussi en Détroit, quelques petites apparitions, non, avec Tamine avant, au moment de la descente. Alors, c'était un peu avant la descente. J'avais intégré le groupe pendant plusieurs mois quand c'était Antonio Rosa et Franco Basile. D'accord. On était plusieurs jeunes à avoir intégré l'équipe première, Bah, notamment avec Hugo Bekevort, etc. Voilà, c'était une période un petit peu plus compliquée avec l'ancienne direction, ce qui vous a amené à aller faire un petit tour dans le Hainaut, hein, qui est d'ailleurs votre terre d'origine, puisque vous habitez Ransard, hein, si je suis bien renseigné. Vous avez joué un petit peu à Gilly en première provinciale énuyère, et puis donc vous revoilà à la jeunesse Tamine. Bon, ben voilà, j'imagine que outre le fait d'avoir envie évidemment de remonter, de retrouver cette première provinciale que vous avez connue, il y a aussi l'envie de devenir un titulaire à part entière. Donc chaque fois que vous avez l'occasion d'entrer au jeu, bah, c'est pour montrer au coach que vous êtes plus qu'un substitut, j'imagine. Bien sûr, mais je pense comme tout joueur de foot, on a envie d'être titulaire, de jouer le plus possible, d'aider l'équipe. Surtout qu'ici on a vraiment l'objectif d'être champion. Donc il y a encore une envie supplémentaire. Par exemple, l'année dernière, on a joué la descente, c'était pas la même ambiance, c'était pas le même l'état d'esprit. Là, vraiment, oui, clairement, j'ai envie de jouer tous les matchs le plus longtemps Et possible. vous jouez à Guezé ce dimanche, ce sera encore un match compliqué, d'autant que Nathan Stassin ne sera pas là, Jean Wouters ne sera pas là, Loïc Noël non plus, Baptiste Cafidi, ben, on l'a peut-être pas, c'est une info qui nous a échappé, bon, ben, il a été opéré des ligaments croisés, donc il ne jouera pas cette saison avec Tamine. Bon, heureusement qu'Adam Salès, qui avait une grosse contracture au mollet, est venu rejouer une partie de match, mais ça veut dire que normalement dimanche vous avez commencé le match, Nicolas. Alors, ça, je ne peux pas me prononcer à l'avance, mais sans doute, après une petite discussion avec le coach mardi, sans doute, oui. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Tamine est vraiment dans une bonne passe aussi en Coupe de la Province, j'allais dire Coupe de Belgique, mais non, c'est Coupe de Province, avec cette victoire 0-3 à Spibé qui est une P2 quand même. Élimination de Nîmes, c'est le match référence peut-être aussi de la jeunesse Tamine, hein, 4-0 contre Nîmes, et puis la victoire à Houillet, et il y aura ce 8e de finale contre Chevetogne en janvier chez vous. Je dirais que les fêtes, et puis juste après les fêtes, il faudra rester bien éveillé, puisque juste avant les fêtes, vous avez le 21/12, votre top match contre Oé, et tout de suite, à début 2026, bien, ce match contre Chevetogne, j'imagine que ça vous tient à cœur d'aller aussi le plus loin possible dans cette Coupe de Province. Oui, oui, ça c'est aussi un de nos objectifs. L'objectif, c'est d'aller le plus loin en Coupe. Je pense que, comme tout compétiteur, on veut aller le plus loin. C'est important. On a passé des tours, des beaux tours. Disons que jouer Nîmes en début de saison, c'est vraiment compliqué, mais on a su jouer notre football. Je pense qu'on a un foot qui convient un peu mieux pour la P1, un foot plus direct qu'en P2. Oui, donc Nicolas, on l'a peut-être pas dit non plus, mais vous êtes le fils de Olivier Di Pietro, hein, qu'on connaît quand même bien, parce qu'il a joué à Marchienne. Votre papa, c'est aussi le libraire de Ransard, comme on l'appelle. Et alors, ce qui est amusant, j'imagine que quand il y a des soirées de Ligue des Champions chez vous, ça doit quand même être assez animé, je le dirais. Vous êtes supporter de l'AC Milan et votre papa, il est fan de l'Inter. Bien sûr. Difficilement Alors, compatible. quand il y a le derby à la maison, on ne se parle pas. C'est un peu compliqué, mais on fait avec, malheureusement, et il ne supporte pas la bonne équipe, et ça je peux rien y faire. Et la maman, elle fait quoi? Parce que moi, j'ai ça avec mon fils.
La maman, elle regarde la télé en haut. Ailleurs, Elle Elle quitte nous le laisse monte le salon. elle est intelligente. Vaut mieux. Je retourne dans le chat. Claudio qui nous dit Greg de Jeff, il a juste dit que tu vas commencer pour que tu parles bien de lui. C'est vrai. C'est pas bête, pas bête. Le Gattuso de Tamine, nous dit JP Michalidzi. Andrea Marcelli qui demande ce que tu penses de ton temps de jeu cette saison. Alors, personnellement, je pense que je pourrais jouer un petit peu plus. Comme toute personne qui se retrouve sur le banc, je pense. Mais voilà, quand j'ai eu à faire le job, je l'ai fait. Quand j'ai été titulaire, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et quand je rentre, je fais le maximum pour aider l'équipe. Même en P3, hein, puisqu'on nous parle de joker de luxe en P3, c'est Florian Barry qui nous dit ça. Exactement, j'ai été jouer un match en P3 il y a quelques semaines d'ici. C'est pas la série Jump? Si, C'est la, si, la exactement. 3A, ça. Oui, peut-être. Donc j'imagine que le derby Tamine-Jemep, ça risque d'être... je ne sais pas si c'est vraiment la même série, hein, mais j'ai un petit doute, Greg. Enfin, peu importe. Ça ne vous dit rien, Nicolas? Si c'est la série avec... Si, pour moi, c'est la même série. Hein. Ah ouais, donc voilà. Vous avez déjà joué contre Jemep cette saison? Le derby a déjà eu lieu? Oui, je pense que je l'a emporté 1-0. Ah ben voilà. Donc, Et alors, pense, j'ai Anthony Micheli qui nous demande, Nico, peux-tu nous donner 2 de tes qualités et 2 de tes défauts, s'il te plaît? Ok. Alors, disons que une de mes qualités, c'est ma mentalité, dans le sens où je suis un joueur qui va toujours venir à l'entraînement, qui va pas poser de problème dans un groupe, etc. Et alors, au niveau foot, je pense que c'est un petit peu lié, c'est le fait de ne pas lâcher, de me donner à fond quand je monte sur le terrain. Et comme l'a dit JP, c'est un peu comme Gattuso. oui, dans ses qualités, il paraît que c'est un grand négociateur aussi, parce que voilà, hein, tous les jours, on ne se refait pas, vous êtes agent immobilier dans la vie de tous les jours. Donc, vous savez Exactement. négocier. Hein. Oui. En tout cas, au niveau des maisons, je sais négocier. Avec le coach, c'est plus Après, difficile, visiblement. Et deux défauts, rapidement. Alors, mon pied droit, parce que je suis gaucher, donc généralement le pied droit du gaucher est un peu moins bon. Et alors, la rapidité, c'est pas mon point fort, les sprints. J'ai Majid Bain, on le salue d'ailleurs, Majid, qui te pose la question. Tamine champion, point d'interrogation. Mais je l'espère. En tout cas, on va tout faire pour. Évidemment. Merci Nicolas Di Pietro d'avoir été avec nous. On suivra évidemment l'évolution de Tamine et cette très intéressante deuxième provinciale qui est décidément bien plus challenging qu'on aurait peut-être pu le penser en début de saison. Merci beaucoup et puis bon courage d'ici à la fin d'année pour ces différentes échéances. Gabor, je ne vais pas te laisser parce que forcément il y a eu pas mal de commentaires donc on va y revenir. Sur le chat, sur ces commentaires. Donc voilà. Marco Crotteux qui fait voilà, la classe, Gabi, il n'y a pas mieux. Serge Henry, salutations à Gabor Boukran, un grand monsieur, toujours très respecté du côté des supporters de l'UR Namur. On a Jean-Claude Baudard qui nous regarde d'ailleurs, pour info, je viens de... Voilà. Vincent Guerrera qui nous dit un coach qui donne la chance aux jeunes. Yanis DNB, respect au coach. Yanis de Neubourg, ça Gabor nous en parlera tout à l'heure, c'est un super joueur que vous avez essayé d'avoir à Ciné, mais bon, c'était pas évident, et qui fait les beaux jours aujourd'hui de Londerzeel. Figurez-vous, Greg, que Londerzeel, c'est la seule équipe qui a tout gagné depuis le début de la compétition, 36 sur 36, et notre ami de Neubourg, qui était le buteur de Esch la saison passée, a inscrit 5 buts déjà, tout en ne jouant que 10 minutes à chaque rencontre. C'est ce qu'on appelle un joueur rentable. Ah oui, c'est un joueur rentable. Très rentable. Superbe très bon équipe. joueur et superbe équipe aussi. Ouais. Ils ont été éliminés par Courtrai en coupe, ils ont été loin. En coupe de Belgique, hein, ouais. Ouais. Jean-Claude Baudard, une très belle personne, une classe naturelle, et je n'oublierai jamais son but des 35 mètres. Vous saviez où c'était? Au stand? Au stand, exact. On n'oublie pas un but pareil dans un stade comme cela. C'est vrai que c'était super. En plus, c'était un but qui nous rapporte les 3 points parce qu'on a gagné 0-1. Donc,
Vivian Delal qui nous dit et dire que Gabor voulait que je fasse jouer son fils en numéro 8 à l'époque. Ça veut dire quoi? En fait, chaque fois qu'on se croise, il me dit mais tu vois, je t'avais toujours dit que Logan c'était un attaquant, c'était un numéro 9. Mais il était obligé de le mettre là parce que dans le milieu de terrain, il y avait des super bons joueurs. Donc, Voilà, Max Nicolosi, le coach Gabor, une fierté de travailler avec lui. Ça fait plaisir, tous ces messages. Je pense, voilà, forcément déjà été dans pas mal de clubs et fait pas mal de reportages, j'ai rencontré pas mal de sportifs, notamment de footballeurs en province de Namur. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler mal de... Il y a comme ça quelques anciens joueurs, entraîneurs, et pourtant en tant que joueur, je me suis laissé entendre dire que tu n'étais pas le plus tendre sur le terrain non plus et que tu savais mettre de l'impact physique aussi dans les duels. Mais tu fais partie de ces gens dont j'ai rarement, pour ne pas dire jamais, entendu de critiques sur le comportement, sur l'homme. Enfin, oui, nous on s'entend très bien, Gabor. Donc c'est vrai que il y a des gens comme ça qui font genre d'unanimité partout où ils sont passés, avec beaucoup de respect, même si parfois ça se termine mal, même si parfois la fin parcours est plus compliquée. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est comme ça que ça doit aller. Et c'est vrai que j'ai eu plusieurs entraîneurs dans ma carrière, que ce soit au niveau professionnel, au niveau foot amateur. Et aujourd'hui, j'ai des entraîneurs avec qui je m'entends bien et qu'ils ne m'ont pas fait jouer une minute. Donc voilà, je pense que quand on est footballeur, c'est le moment plus difficile. Quand, évidemment, il y a les blessures, ça c'est les pires. Mais après, ensuite, il y a aussi, comme le jeune homme disait justement, quand on ne joue pas, c'est pas évident. Mais il faut rester lucide et surtout respectueux. Parce que... Alors, il y a Gabor, l'homme dans la vie de tous les jours, en dehors du football, et il y a quand même l'homme aussi au bord terrain et à l'entraînement. Beaucoup plus dur, un peu plus froid peut-être. Vous diriez quoi? Non, je dirais pas froid. C'est juste l'exigence, voilà. Et je pense que c'est juste, j'aime bien que les choses soient faites correctement. Voilà, c'est juste ça. Je pense pas que j'exige des choses extraordinaires. Mais j'aime bien qu'on fasse les choses correctement. Donc voilà, c'est comme ça que je le faisais. Mes entraîneurs peuvent témoigner et tout ça, même quand j'ai arrêté en OE ou même à Couvain, qu'on était en P1 avec Fabrice Silvani et tout ça. Je me souviens, parfois on s'entraînait sur un quart de terrain parce que le terrain était tout inondé et tout ça, mais les choses ont été faites correctement. Donc, mais il n'y a pas d'amis, je veux dire, quand on fait une sélection ou après un entraînement, etc., ou pendant un entraînement, il n'y a pas d'amis. Comme vous dites, c'est fait sérieusement et voilà, vous attendez beaucoup des gens que vous entraînez, quoi. Oui, bien sûr, et je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'émotionnel. Il y a, par exemple, quand je suis arrivé à Ciné, évidemment, la famille de football est petite. Enfin, tout le monde se connaît un petit peu dans le Namurois aussi. Et il y a des potes à mon fils dans l'équipe. Il y a des garçons que j'ai connus à Namur. Il y a aussi, comme dans beaucoup de clubs, ça existe, mais des fils des dirigeants ou des gens qui sont dans le club. Donc si on est dans l'émotionnel, je pense que ça fausse les choses et il faut pas. Mais c'est pas évident. Il y a pas c'est le monde professionnel qui t'a appris ça. C'est le monde pro, c'est le fait d'avoir joué chez les pros à l'étranger et en Belgique qui t'a inculqué ça, qui t'a appris ça. Moi, je ne sais pas, mais c'est vrai que dans le monde pro, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas, toutes ces choses-là. Voilà, quoi. C'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est juste parce que je trouve que ça doit être comme ça et puis. Il n'y a pas de passe-droit, quoi. Et puis je suis pas un entraîneur d'un sport individuel. Moi, ce qui m'importe, je suis là pour gérer un groupe et une équipe. Peu importe si c'est mon fils, ou c'est le cousin, ou c'est le copain de mon fils, ou c'est un garçon avec qui j'ai joué. Voilà, moi je me souviens, pour ne citer que cet exemple-là, moi j'étais entraîné par Fabrice Silvani, par Roque Gérard par exemple. Par exemple, à Épigny, ça ne s'est pas bien passé. Roque Gérard, il m'a dit, écoute, c'est peut-être mieux que tu ailles voir ailleurs. Et je suis parti parce que voilà, je ne rentrais plus dans les plans et c'est comme ça. Et il a bien fait les choses aussi. C'est le rôle d'un entraîneur. Mais en fonction de quoi vous faites votre sélection? En fonction de ce que vous voyez à l'entraînement, il n'y a pas... là, j'ai 3-4 noms. Je vais commencer par mettre mes 3-4 noms dans l'équipe. Et puis, je mettrai déjà un nom. Vous faites votre impression après les 2 entraînements de la semaine? Comment vous fonctionnez? Non, pas que ça, hein, évidemment. Tout rentre en ligne de compte. Il y a les résultats aussi de week-end précédents. Voilà, donc, vous allez tout changer contre Esch, alors, puisque vous avez perdu contre Ever?
Non, ça... Parce que l'entraîneur de Esch te Non, mais je regarde. suppose qu'il y a il y a un ça, on cadre peut quand pas. même de base dans l'équipe. Il y a quand même deux, trois joueurs qui sont titulaires indiscutables dans cette équipe. En fait, il y a toujours des joueurs qui ont plus de temps de jeu. Maintenant, ici, malheureusement, c'est la faute à malchance aussi, mais on a énormément de blessés, des absents tout le temps. Et c'est vrai que finalement, on ne peut même pas dire qu'on a une ossature ou qu'on a... Voilà, parce que malgré nous, on n'a pas su le faire. Et puis aussi, il faut laisser le temps à une équipe qui a une continuité et tirer des conclusions ensuite, peut-être 4, 5, 6 matchs ou 10 matchs, mais on n'a jamais su le faire. Et puis, il y a aussi les performances. On gagne un match, on en perd 2 derrière. Donc, moi, je veux bien une continuité, mais de toute façon, on n'a pas su le faire. Jusque-là, on n'a pas su le faire. Rapidement, Philippe, parce que sinon, on ne s'est pas avancé dans le programme. Ok, mais qu'est-ce qui ne va pas, alors, pour le moment, à Ciné? Ce qui ne va pas, déjà, ce qu'on vient d'évoquer, on n'a jamais su. Enfin, jusque-là, on n'a pas su trouver une équipe vraiment, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une équipe type régulière. Oui, parce qu'il y a énormément d'absents. Et j'entends les gens, et c'est justifié quand on voit l'équipe sur papier, mais seulement... tous ces noms-là, les grands noms, entre guillemets, à Ciné, que ce soit Axel Deuk, que ce soit Dorian Gilles-Soul ou d'autres, mais on n'a jamais su les utiliser correctement et dans la durée. Axel, c'est la 4e fois qu'il est blessé. Dorian est resté 1 mois et demi d'or. Emilien Franquet, il n'est pas trop en ordre. Je ne sais pas, son genou, et voilà. Gilles a déjà été aussi... voilà, il a été suspendu. Il a été aussi blessé. Antoine aussi, pareil. Antoine Borré, suspendu et Porticoli. blessé aussi déjà 2 matchs. Bon, quand on voit... OK, on a joué 12 matchs. Mais quand vous prenez 4-5 matchs sur 12, c'est beaucoup. On en reparlera aussi de la suite effectivement des événements. Je vais rapidement aller sur le chat et puis on fera votre équipe type aussi. Danny Verkamer qui vous met ses amitiés. Un homme avec des valeurs sur le terrain comme joueur et comme entraîneur. Bruno Marion qui vous passe le bonjour. Un gentleman. Jérôme Terouane, Gabor, la classe et l'humilité. Vivement se revoir. Voilà pour Jérôme. Thomas Drouet, bonjour à Gabor. En souvenir du MotoGP en Allemagne. Oui, grande passion de Gabor. Super. C'est devenu, oui. Ah, plus que la voiture? Non, quand même pas. J'imagine que tu suis aussi alors Barry Baltus en GP2. Bien sûr, mais d'ailleurs c'est comme ça que j'ai un ami qui est proche de Barry et c'est comme ça qu'on est allé en Allemagne il y a 2 ans, je crois. Oui. Et depuis, je suis Moto2, MotoGP. Oui. Adam Salès, Gabor, c'est trop de qualité footballistique et humaine pour la D3. Sous-entendu... Qu'est-ce que tu fais là? Tu mériterais d'être beaucoup plus haut. Voilà. Ou qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Enfin, c'est super gentil déjà. D'ailleurs, tous les messages, ça me fait plaisir. Et à partir du premier, que ce soit Marco Croteux et tout le reste, mais je les embrasse tous et voilà, ils savent très bien que je pense que le respect est réciproque. Et donc je les aime autant. Voilà. Gabor, on va avancer dans l'émission. On va partir sur ton équipe type. Oui. Avec pas mal de joueurs, on va le voir, qui évoluent du côté de Moucron d'ailleurs, assez logiquement aussi, forcément. Dans les buts, donc, on le voit, c'est Romain Pétix. On va voir dans l'ensemble cette compo, un 4-4-2 qui a été choisi, un dispositif tactique classique avec 2 attaquants. On revient donc sur l'arquet, Romain Pétix, meilleur gardien de la série. En fait, tout d'abord, c'est compliqué de faire une équipe type comme ça. Normalement, on fait ça en fin de saison, voir un peu les performances de chaque joueur. Mais bon, un petit clin d'œil aussi à nos amis namurois. C'est une équipe qui fonctionne super bien, très costaud défensivement. Évidemment, un gardien qui encaisse peu, ça rassure. C'est logique, oui. Ça rassure. Alors, au niveau de la défense, sur les 2 ailes, à gauche, on a Jonathan Kabombo de Vledjalé. À droite, on a Lucas Sio de Moucron. Et puis, la paire centrale, on retrouve un Vaudrinois, Simon Gingler, et Kiran Félix de Moucron. Voilà, déjà 2 Moucronois dans ce cadre défensif. Oui, Moucron aussi, une équipe très solide qui encaisse peu. Bon, Félix, il n'a pas joué contre nous, l'arrière droit, oui, j'ai beaucoup aimé.
Très bon défensivement et puis il apporte beaucoup aussi offensivement. Bon, Simon, sans les connaître beaucoup, pareil que notre ami gardien, une équipe super solide. Voilà. Aussi, hein. J'aurais pu mettre d'autres joueurs certainement, mais voilà, il fallait choisir. Et puis Kabombo, je l'ai vu, je l'ai découvert contre nous. Il vous a impressionné parce que c'est plutôt un poste pour Matteo Van Copenhol, qui peut jouer aussi de l'autre côté à droite. D'ailleurs, ils ont joué tous les deux ici ce week-end-ci, puisque j'ai vu ce match Biem et Vlet. Les deux arrières, Kabongo et Matteo, c'est une force pour cette équipe de. Oui, de bien sûr. Bien sûr. Mais Matteo, c'est lui qui était, entre guillemets, je veux dire, l'arrière gauche depuis un petit temps. Il a joué plusieurs saisons avec Pascal. Et je pense que dans l'idée de Pascal, c'était lui. Et puis ensuite, la blessure de Matteo, Kabombo avait joué. Et puis, bien la preuve qu'il est toujours dans le 11 de base. C'est que même que Matteo est revenu. Donc, c'est un super joueur. On avance au niveau du milieu de terrain, milieu droit, Ayoub El-Touil de la Louvière Centre. Ouais. À gauche, Alan Francard du PAC Buzet. Et puis, au milieu de terrain, Rodrigue Mbenti et Frédéric... vous avez changé, hein, vous aviez d'abord pris Frédéric Rospolen. Et puis finalement, c'est Amin El Fatmi, encore une fois de Boucron. Là aussi, on retrouve du Boucron à tous les étages dans cette équipe type. Hein. Voilà, encore une fois, c'est une équipe qui fonctionne bien. Et un joueur qui vous a fait très mal, hein, El Touy. Oui, terrible, ouais, très bon joueur, oui, super, que j'ai découvert aussi, oui, très bon joueur aussi. J'aurais pu mettre aussi plusieurs joueurs, surtout offensifs, de la Louvière Centre. Je pense qu'ils sont très solides aussi offensivement, mais lui, je trouvais beaucoup de classe avec son pied gauche, et je pense qu'il peut jouer aussi plusieurs positions. Et il a quand même déjà marqué aussi pas mal de buts. Et on termine avec l'attaque, avec enfin un joueur de ciné, c'est Gilles Kilif. Difficile de ne pas le mettre effectivement. Et l'autre, c'est un Namurois également, Mestrio de Biem. Là aussi, même dans les clubs de la région, il y a quand même du choix au niveau de l'attaque, dans les clubs du Namurois en tout cas. On pourrait aussi penser à Jonker par exemple, de l'Arquet. Bien sûr, oui, non. Encore une fois, comme je venais de dire avec les défenseurs, mais offensivement aussi, on aurait pu mettre plusieurs joueurs. Oui, mais bon, ici, c'est quand même les deux là, à eux deux, c'est énormément de buts. Je pense que Gilles est à 15, François est à 17 ou 16. Après 12 matchs, c'est énorme. Donc là, c'était très simple. Et des attaquants physiques. Oui aussi, c'est de vrais neufs en fait. Oui, exactement. Vous les avez coachés tous les deux. Oui. Ça n'a pas toujours été très facile avec François Mestrio, je crois, à Couvin. François, oui. Il a bien évolué. François, il y a eu, quand ils étaient écartés en même temps que Valentin Lamort, et j'ai dit qu'ils allaient en équipe B, ou s'ils souhaitaient partir, ils pouvaient partir. Et François a décidé de retourner au Sporting de Charleroi, où il a refait une saison, je pense. Et puis il a eu un passage à Tamine, où je pense que c'était encore pas très bien passé. C'était même pire qu'à Couvin, je pense. Et puis là, il a l'air de trouver son confort, il est très bien à Biem. Il connaît aussi Olivier, le coach, donc il est en pleine confiance et ça fait 2-3 saisons qu'il montre ses qualités. Oui, il est mieux aussi, je pense, physiquement. Plus fit, quoi. Ouais. Après, un club aussi dans lequel il y a peut-être aussi un peu moins de pression globalement par rapport à des clubs comme Tamine. Oui, mais je ne pense pas qu'à Couvin, quand vous étiez l'entraîneur, il y avait énormément de pression. Non, pression de l'histoire du club aussi, et de se maintenir à un certain niveau de compétition. C'est plutôt de cette pression-là dont je parle. Okay. Oui. Bien, merci pour ce 11 de base et pour l'exercice. Je vous propose d'enchaîner. Je souris, Greg, parce que Alessio Viga sur le chat qui nous dit: vous êtes en train de faire transpirer Nicolas Di Pietro. Les joueurs de Tamine, arrêtez ça au plus vite. Et voilà, on a arrêté. On a arrêté. Je ne pense pas qu'il a transpiré, il était content. On passe à notre top but. Chaque semaine, on vous montre les plus jolis buts qu'on a captés pendant ce week-end. Et puis on vous demande de voter. On va voir le résultat de ces votes. Mais avant tout, place au top but. Et vous avez le choix aussi de nous donner votre avis, évidemment. Ça passe encore pour Surac, qui va dans sauter, il n'y a pas d'enjeu. La balle de match, peut-être elle est là. Et voilà. Et c'est au fond, mais quelle action ici de la part de Surac.
Jolie petite pichenette. Hein. Pas mal. Bon timing. Sortie compliquée du gardien aussi, ceci dit. Pamelard, le ballon qui rentre et c'est goal. Super Pamelard. but de Pamelard. Belle patte là qui va presque chercher la lucarne, Philippe. Ouais. Petit filet, presque. Ouais. Ici, il est beau, hein, celui-ci, regarde. Ouais, ça c'est beau. La frappe est exceptionnelle. Ah, dommage qu'il n'ait pas repris dans le ralentissement le petit contrôle juste avant, parce que pour le se Ouais, retrouver c'est sur bien son fait, pied, c'est bien sur son fait, ouais. pied, là. Van Copenhague, c'est goal. C'est goal. Quel but de Ouais, Van frappe Copenhague. tendue. On le laisse aussi frapper. Hein. Ouais, mais c'est ça, il a quand même le Peu de temps. marque. En somme, est-ce qu'on est pas sur la C'est pas mal non plus. Oui. Exceptionnel. Oh, qu'il est beau ce but. Ça passe pas toujours, hein, ça. Non. Ça passe pas toujours, mais là c'est passé. Et je vais vous donner, pour toi Gabor, le plus beau des buts ici. Moi, je dirais le contrôle poitrine Contrôle et poitrine frappe, et la l'enchaînement. frappe, Ouais. enchaîné pour toi. Oui. J'ai toujours du mal à... Ils sont tous beaux, hein. Allez. Ouais. Mais s'il faut en choisir un, je dirais le dernier, moi. Le tout dernier ici. Eh bien, figurez-vous que Le les droit. Bretons parlaient, c'est Romain de Pamelère et son coup franc, donc le deuxième qu'on a vu, Oui, le ici, numéro 4. le coup franc, le Ouais. numéro 4, c'est ça qui Beau passe. coup franc aussi, ouais. Une voix devant Joachim Cook, à savoir le tout premier qu'on a vu. Voilà. Ben, on est content pour Romain de Pamelard qui marque. C'est son tout premier but, je pense, avec Bième en Détroit. Et ce garçon, à mon avis, il a je ne sais pas combien de piles dans son corps parce qu'il travaille du début à la fin, défensivement, offensivement. C'est quelqu'un de très précieux et je pense qu'il est devenu incontournable à l'arrière droit à Bième. Et capable aussi De marquer des très beaux buts. la poudre, évidemment. Allez, on arrive tout doucement à la mi-temps. Et donc, qui dit mi-temps, dit, mon cher Philippe, vous le savez, la fameuse revue de presse de Philippe. Philippe, on commence par parler de Assès. Ça ne tourne pas pour l'instant du côté de Assès. Oui, et moi j'avais envie de dire, je me demande si la saison n'est déjà pas réussie à Assès, parce que, vous le savez, il n'y a pas très longtemps, on leur a dit qu'ils auraient leur subside et tout est en ordre pour Pour eux. le fameux terrain synthétique. Oui, Ouais. alors à partir de là, les dirigeants sont déjà contents et s'ils espéraient monter cette saison-ci, ils se disent, bah, on a eu le principal, on va attendre peut-être, mais bon, ça c'est moi, ça n'engage que moi, ça. C'est pas qu'un président soit content quand son club... Non, perd comme ça, non, ça c'est clair, parce qu'ils avaient très bien réussi leur début de championnat. Hein. C'est un article qui est paru aujourd'hui dans Vers l'avenir sous la plume de Louis Sandron. Assès commence avec un 9 sur 9 et on se dit ils vont jouer le titre justement avec les meilleurs, c'est-à-dire avec Tamine, avec Oé et les autres. Et puis il y a un gros creux, il y a beaucoup moins de monde à l'entraînement et il y a surtout une série noire depuis 6 matchs, hein, puisque ça fait 6 matchs sans victoire. En fait, le problème, selon l'entraîneur, ou selon certains joueurs plutôt, pas l'entraîneur, c'est ce que dit cet article, ils ont beaucoup d'opportunités de but, mais ils ne marquent pas, ils n'arrivent pas à concrétiser, comme dans beaucoup de clubs, on cherche un numéro 9 au plus vite, ou peut-être qu'il y a un numéro 9 là-bas, je me demande s'il n'y a pas, c'est son prénom, c'est Valentin Huet, je ne sais plus si c'est Valentin, mais je pense que oui, je le dis 2 fois pour être sûr. Et donc peut-être qu'il est blessé pour le moment, mais en tout cas, c'était un buteur ces dernières saisons à Assès et il est toujours là. Donc est-ce qu'il est blessé pour le moment? Est-ce qu'il est en crise de confiance? Si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez nous le dire sur le chat. Il n'y a pas de problème. Donc Assès éliminé aussi en coupe par Grand Lay B qui est une P3. Donc on est vraiment dans un trou, j'allais dire noir là pour le moment. Donc il faut se redresser au plus vite dans ce club. On passe à l'article suivant. Avec plaisir. Et la blessure de Cyril Delette. Oui, Cyril Delette, qui est un gardien qu'on ne présente plus, un des bons gardiens de la province de Namur, qui a été blessé ce week-end dans le match Bioul-Tarsienne. Tout à fait fortuitement. Il a voulu anticiper un long ballon et il a été plus rapide évidemment que l'attaquant, mais l'attaquant taclant, il a pris non pas le ballon, l'attaquant, mais la cheville du gardien, donc fracture évidemment, et c'était pas beau à voir, paraît-il, plaque et vis dans l'articulation, dans la cheville. Il est évidemment out pour toute la saison,
Domenach, 29 ans, hein, notre ami Cyril Delette. Donc je ne vais pas dire qu'il peut se reposer. Ça fait quand on est footballeur et jeune comme ça, on a envie d'être rétabli au plus vite. Mais bon, voilà, il va avoir un petit peu de temps devant lui. Il va travailler pour revenir encore plus fort, dit-il, la saison prochaine. Mais si j'ai évoqué aussi le cas de Cyril Delette, c'est pour lui souhaiter bon courage, bien sûr. Mais c'est aussi parce que Biou cherche évidemment un gardien. Le transfert sera autorisé. Donc, si vous connaissez un bon gardien pour Biou ou si vous êtes vous-même un bon gardien, eh bien, contactez Biou. Il y a de la place pour remplacer Cyril Delette. Tu m'as fait agent de joueur maintenant. Oui, bon, Philippe de vieux en mieux. Alors, dernier article, c'est quand même l'annonce avec un grand A ce week-end. Namur qui veut construire un stade de 8000 places et qui veut donc forcément à terme arriver dans la sphère Pro League. Oui, effectivement. Mais je pense que l'exemple de Salvatore Curaba inspire beaucoup de monde, à commencer d'abord par le président de Rochefort à un moment. Qui, lui, n'a toujours pas d'accord pour un stade. Non, c'est en bonne voie apparemment, mais voilà, on est toujours dans pas mal de comment vais-je dire, d'investigations au niveau des documents, de l'administratif. Mais c'est en bonne voie, nous dit-on à Rochefort. Bon, en Namur, on est encore nulle part. Et la première des choses, maintenant, c'est aussi... j'imagine que si on lance cette idée-là, si Bernard Arnault lance cette idée-là, c'est qu'il a les financements, quelque part. Hein. 20 millions d'euros, quand même. Oui, c'est quand même pas... mais j'imagine que c'est un stade avec des commerces, etc. Donc, c'est un business... Comme Saint-Tron l'a fait... Sans doute, oui. Je crois qu'ils ont vu un projet en Finlande qui leur plaît bien. Donc, j'imagine, apparemment, du côté du financier, ça ne serait pas trop compliqué, même si, comme vous le dites, c'est une grosse somme. Et si on veut comparer par rapport à la Louvière, je pense qu'à la Louvière, Curaba a apporté de sa propre cassette, qu'il essaye de se faire rembourser maintenant, jusqu'à 12 millions d'euros. C'est énorme. Je ne pense pas que Bernard Arnault va amener 12 millions, encore qu'on ne sait jamais, je ne connais pas sa fortune. Donc voilà. Et Joël Romiot hier. Hein. Oui, évidemment. Alors... la question que je me pose en voyant tout ça, et je vous la pose aussi, allez, au plus fort de sa popularité, j'allais dire ça remonte déjà quand même il y a 30 ans et même plus à Namur, il y avait jusqu'à 3000 personnes avec les visiteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste combien de vrais supporters de Namur? Une petite centaine. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un stade de 8000 places? Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, mais j'imagine que le défi, ou en tout cas que l'idée derrière, c'est de dire, on est une grande ville, mine de rien, 115, 120 000 habitants, capitale de la Wallonie. Il y a peut-être un coup à jouer. En tout cas, des opportunités d'aller chercher des gens qui reviendraient au stade dans des infrastructures confortables, pas comme ça a peut-être été le cas ces dernières années ou encore cette saison-ci, peut-être. Oui, j'imagine. Alors, je reviens pour l'exemple de Salvatore Curaba. Même quand ils étaient en Détroit, il y avait déjà toute une structure dirigeante. Il y avait 21 personnes. Ils ont eu le temps de tout préparer. Alors, c'est bien... Mais là aussi, tu as eu un appel d'air. Hein. Le nouveau stade, l'arrivée en D1, il y a un appel d'air de supporters aussi. Hein. Oui, mais la Louvière, c'est une ville de foot, Greg. Bien sûr. Il y a un passé là-bas, ils ont joué quelques années en D1, ils ont joué la Coupe d'Europe, ils ont joué à Charleroi, contre Benfica, je me souviens. Pardon, Philippe. Non, pas de problème. Vous pouvez avoir votre avis aussi sur le cas de l'Union Namur. Mais même à Rochefort, ce sera compliqué aussi parce que, il faut remplir ces 8000, il faut que ce soit rentable quelque part. Et puis, si on a 11 Eden Hazard sur le terrain, les gens... Ça va être compliqué défensivement. Oui, d'accord. Mais je veux dire par là que si on a tous des superbes vedettes sur un terrain, le monde vient aussi pour ça. On est dans un moment où il y a énormément de concurrence avec les activités. Alors, je ne veux pas tout détricoter et je souhaite beaucoup de chance à Bernard Arnault, mais les effets... On peut espérer que ça puisse fonctionner. J'espère que ce ne soit pas... Ça ne vient pas un peu tôt, Philippe? Moi, je crois. L'école des jeunes vient seulement de se remettre en mouvement. On sait qu'il faut aussi réamorcer cette pompe-là qui a été coupée il y a 4-5 ans. Voilà. Et donc, c'est 4-5 ans perdu. Il faut réamorcer cette pompe-là. Est-ce que c'est pas un chouïa trop tôt d'arriver avec ce genre de projet-là? Gabor, je sais pas, t'en penses quoi? 8000 places, un stade à Namur. Là, aujourd'hui,
est-ce que c'est quelque chose Le réaliste. qui est réaliste? Voilà, mais tout d'abord, juste en parlant le stade en lui-même, si j'ai vu une photo, s'il y a un projet comme ça, et je pense qu'en connaissant Bernard un petit peu, s'il fait les choses correctement, et s'il veut un nouveau stade, il veut quelque chose de bien. Donc c'est un stade moderne, fermé. Vous ne pouvez pas faire des tribunes ou des gradins avec 3 rangées. Donc, vous ne pouvez pas faire un stade moderne comme ça, fermé, avec 3-4 000 places. Ce n'est pas possible. Vous êtes vite à 7-8 000. Donc, à mon avis, c'est un peu ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu... Oui, c'est surprenant de... Voilà, en même temps, c'est chouette. Parce que c'est un bon projet et c'est la preuve qu'il veut avancer, il veut encore faire progresser le club. Maintenant, c'est juste que c'est un peu paradoxal, c'est que quand on voit les assistances au match de Namur, avec beaucoup de respect, ben voilà, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Non. Mais Parfois plus de supporters adverses d'ailleurs que de supporters de Namur pour certains matchs. Donc, Oui, et puis, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Enfin, voilà, oui, et puis, je crois que certainement Bernard aime bien les annonces. Hein. Donc, moi, je crois qu'il y a un effet d'annonce. On a parlé des Merlios. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont souscrit des actions pour adhérer à ce projet-là. On a parlé d'école des jeunes avec Anden à un moment donné, avec un ancien dirigeant. Il est toujours là dans le giron de Saint-Tron d'ailleurs. Ouais. Ça n'a débouché sur rien. Alors j'espère que, on dit jamais 203, j'espère que ici il va y avoir quelque chose. Et ma dernière interrogation, et vous connaissez très bien tous les deux l'endroit, le stade, enfin c'est pas un stade, mais le site de Masco, pourquoi ne pas s'entendre avec Jambes via la ville aussi, et faire il y a un petit complexe là-bas, et pourquoi ne pas faire un petit stade là-bas avec peut-être moins ambitieux, j'en sais rien, mais... Attention quand même au Charrois, machin, enfin 8 000 ah places. Oui, mais pas de 8 000 places, pas de 8 000 places. Non, c'est juste quelques gradins ou quelques... Oui, parce qu'il faut trouver l'endroit. Il parle qu'il y a 8 sites possibles dans la ville. On verra avec l'urbanisme. Ben voilà, et on n'a aucune information là-dessus, c'est compliqué de trouver... Non, vous avez évoqué, Philippe, vous espérez que c'est pas jamais 203 avec le stade. Et en parlant du président, M. Annette, c'est la preuve quand même qu'il travaille. Il travaille et il essaye, il a envie de faire progresser le club. D'ailleurs, il a déjà très bien fait jusque-là. Et voilà, parfois ça réussit, parfois ça aboutit. Mais en tous les cas, il a des projets et il essaye. Et je rebondis parce que... Je rappellerai quand même aussi qu'il y a 3 ans, 4 ans, quand il est arrivé, il avait dit, alors que Namur vivotait en D3, c'était très compliqué pour Namur, nous serons sous 5 ans en D1 national, en D1 amateur. Oui, le D1 amateur. On y est. Alors ça a été difficile l'année passée, ça a été difficile cette année-ci. On sent que ça commence à se stabiliser. On ne peut pas lui enlever une chose, c'est qu'il a de la suite dans les idées. Et peut-être, effectivement, comme tu disais, c'est une annonce pour dire qui même me suivent, entre guillemets. Moi, j'ai besoin de 20 millions d'euros. Si vous croyez qu'on peut faire quelque chose qui tienne la route au niveau immobilier, qui tienne la route au niveau des commerces dedans, etc., qui soit rentable, avec une équipe dedans, qui ait 300 supporters ou qui en ait 3000, voilà. Oui. Suivez-moi. Vous savez, on parle de division ACFF et on dit que c'est l'échelon plus haut de football amateur. C'est vrai, mais pas vraiment, parce qu'il y a des clubs là-dedans, comme par exemple Mons, Tubize, Virton. Je pense que c'est des clubs qui travaillent comme certains en Challenger Pro League. Donc c'est pas une série amateur. Non, pas complètement amateur. Et puis les équipes B, excusez-moi Philippe, les équipes B aussi, c'est des jeunes hommes qui sont susceptibles d'aller en équipe A. Regardez Mons et Tubize. Il n'y a pas 8000 personnes dans ces stades-là. Ils ont déjà un beau... C'est pas évident de faire vivre un stade. Ouais. Regardez le Sporting de Charleroi qui parle de construction depuis des années et des années. Il n'y a toujours rien au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, il faut de l'argent, il faut aussi... Il y aura un resto ou un petit hôtel ou quoi dans le stade, je sais pas. C'est un nombre d'affaires quand même. Oui, non, mais très important quand même, puisque Bernard... Et je rebondis, j'en profite que Gabor est là, puisque Bernard Admet vous a proposé, à un moment donné, dans votre existence, le poste de directeur sportif. Pourquoi l'avez-vous pas pris? Vous n'avez pas cru en lui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est parce que moi, j'aime bien le coaching. Et dans le football, je me vois plus au bord du terrain ou donner des entraînements. Et vraiment, le purement football, je ne me vois pas directeur technique. Allez, on va entamer le deuxième mi-temps. On est très en retard. Je l'entame avec juste un message de François Mestrio. Ah oui, magnifique. Merci Gabor pour la nomination dans l'équipe type. Est-ce qu'on enterre l'âge de guerre? Point d'interrogation. Moi, je n'ai pas d'âge de guerre avec François. J'ai jamais, voilà, c'était une
une décision que nous avons prise avec la direction quand j'étais entraîneur. C'était réfléchi, c'était entre guillemets une punition de l'écarter en équipe B, mais il n'y avait jamais question de ses qualités footballistiques. Et bien évidemment, voilà, de toute façon, c'est lui qui, voilà, il avait une dent contre moi et parce que voilà, c'était compliqué pour lui à ce moment, mais bien évidemment, oui. Allez, tant mieux. On aura au moins ça aujourd'hui. Voilà. C'est une bonne chose. Dans quelques instants, le quiz, évidemment, les amis, avec un bon d'achat, vous le savez, en matériel sportif à gagner au terme de ce quiz, avec des questions. Je les ai posées à mes invités, à nos invités, enfin, au moment du plateau avant. Ça n'a pas été si simple que ça. Je pensais que c'était pas très compliqué, mais bon, voilà. On partirait vers notre deuxième invité. Par exemple, Julien Grégoire, est-ce qu'il est là est-ce qu'il est déjà là, Julien Grégoire? Ouh, je pense que oui, effectivement. Bonjour Julien, est-ce que tu nous entends bien? Bonsoir à tous. On s'entend tous, c'est magnifique. Entraîneur de Leuze, Philippe? Oui, entraîneur de Leuze, vous avez 41 ans, Julien, 11 ans dans ce club de Leuze, ancien joueur, vous étiez flanc droit, P2, P3. J'ai eu un de vos amis au bout du fil tout à l'heure, Jean-François Beguin, une connaissance, pour ne pas le citer, qui me disait que vous étiez passé par Lustin, mais je m'en souvenais pas, c'est juste, pas juste? C'est juste, en quittant Iezé, je suis passé par Lustin pendant 4 ans. Où j'ai rencontré des belles personnes et surtout une chouette ambiance dans le vestiaire et dans la buvette. Ouais, là, Lustin, c'est un club où il y a toujours beaucoup d'ambiance. Donc, je le disais, ancien joueur du club flanc droit, P2, P3 avec Leuze. Vous avez créé à un moment donné, où je pense que c'est votre comité qui vous a demandé de créer une équipe B en 2020. Vous avez créé ça avec une bande de copains. Évidemment, à cette période-là, il y a eu le Covid. Et puis, mais il y a quand même cette équipe. Je pense qu'elle existe toujours, cette équipe B de Leuze. Je ne suis pas certain. Oui, bien sûr. Et malheureusement, elle n'a pas su accéder à l'échelon supérieur l'année passée parce qu'on a perdu le premier match au final contre Spi. Mais ils sont toujours aussi très bien placés au classement cette année-ci pour y accéder. Mais pour ça, bien entendu, il faut que la Leuza passe un cap aussi. Voilà, et vous avez été l'adjoint d'Olivier Labibois 3-4 ans et puis de Gaël Masson il y a 2 ans. Maintenant, c'est vous, le T1 de cette équipe de Leuze qui joue toujours la montée en P3. Vous habitez d'ailleurs à 2 pas du terrain, donc c'est très facile pour vous d'être toujours là très rapidement au terrain. L'an passé, on le disait, longue course au titre avec Flawin. Vous avez eu 9 points d'avance à la trêve et puis il y a eu comme un petit trou noir aussi. On dit toujours que les périodes de décembre, janvier, février, ce sont les périodes les plus difficiles pour les équipes. Et donc, l'avance a fondu et finalement, vous avez fait un nul à Flawin lors de l'avant-dernière journée qui a décidé du titre. Le titre, c'était pour Flawin qui est monté et qui est à la place qu'on sait maintenant déjà en P2, c'est-à-dire haut de classement. Vous avez l'impression encore aujourd'hui que vous êtes passé à côté de la montre en or et qu'il y a toujours une petite déception à digérer pour certains joueurs? Déception à digérer, oui. Maintenant, on est clairement passé à côté l'année passée parce qu'à partir du moment où on a 9 points d'avance sur le deuxième qui est Flawin et qui était largement favori avant la saison, on ne peut pas se louper. Et malheureusement, la trêve a fait mal avec le peu de joueurs présents justement pendant cette trêve. Mais janvier, février, on l'a toujours dit, c'est 2 mois très importants où tout se joue pour la montée ou pour la descente. Et on a enchaîné les nuls et avec une défaite encore à Loyers, la deuxième de la saison l'année passée contre eux, donc 1-0 sur 6. Et voilà, donc là, Flawin a très bien géré l'après-trêve et ils sont revenus au nombre de points très vite. Et puis ils ont pris l'avance quand on a été faire un nul à Spi. Qui nous a battus d'ailleurs au tour final avec l'aide de pas mal de P1. Et puis le match avant Flawin, on a été aussi faire un nul à Grand-Lay. Et là, à partir de ce moment-là, ça devenait très compliqué. Mais est-ce que l'histoire repasse pas un petit peu les plats aussi parce que cette saison-ci, on sent que vous êtes dans le bon train au niveau du classement général, c'est relativement serré, mais vous loupez le tour final, vous loupez la première tranche du tour final à 2 points. Ici, vous êtes très loin au niveau de la deuxième tranche, il va quand même falloir un fameux coup de barre pour revenir dedans. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression de recommencer encore cette course-poursuite et d'être toujours
un trait en dessous, d'être une petite longueur en dessous et de ne pas arriver à franchir cette longueur? Non, je ne pense pas, parce que oui, clairement, au niveau de la deuxième tranche, on est un peu largué déjà. Maintenant, c'est encore long, il reste beaucoup de matchs, que ce soit pour la tranche ou pour le championnat, ça c'est sûr. Maintenant, à part le nul contre Payers qui nous fait perdre la tranche, je pense que ce match-là, on peut le jouer 200 fois, on le gagne. On a clairement manqué de réalisme dans le rectangle, et puis on prend un bête goal sur une erreur défensive. Je pense que le souper du jour avant, le souper du club du jour avant a eu une grande influence sur la prestation de certains joueurs. Et ça, on le sait. Quand on est dans un club familial comme Leuze, l'ambiance est au beau fixe. Donc, ce genre de souper, tout le monde en profite. Et ils ont raison, on faisait bien quand on était joueur. Oui, ça c'est sûr. Et puis la convivialité, ça fait partie évidemment des ciments de l'équipe. Est-ce que ça veut dire que ce sera un focus complet sur la troisième tranche, pardon? Ce ne sera pas un focus complet sur la troisième tranche, ce sera un focus complet sur les 17 derniers matchs. Parce que, comme on l'a pu le voir le week-end passé, Sclin ne gagnera pas tout non plus, ça s'est vérifié aussi à Loyers. Donc même pour la deuxième tranche, tout est jouable encore. Donc tant que mathématiquement c'est pas fait, on y croira. Et de toute façon, c'est comme je dis toujours, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc on verra au 30e match où on en sera. Oui, Julien. Et puis de toute façon, on est convaincu que Leuze a le potentiel pour faire mieux que ce qui est maintenant, puisque vous restez sur un 0/6. Mais peut-être qu'on a trop fêté aussi cette victoire en Super Derby. Je dis en Super Derby parce que c'est vraiment, vous jouez contre le voisin, Tarvier, qui fait un super championnat dans cette P2B, et vous les battez, vous gagnez 1-0 en coupe contre Tavier. J'imagine qu'il y avait beaucoup de monde pour cette rencontre-là du 11 novembre. Vous voilà maintenant en 8e de finale de la coupe contre Rochefort-Bay. Et là, j'allais dire, ce sera un match de gala pour vous. Mais je veux dire que quand on est capable de battre Tavier, on est capable quand même de battre Ebronine et même Sauvenière, coach. Oui, ça c'est sûr, mais je vais dire, quand on mène 2-3 à Bonine et qu'on arrive à marquer 3 goals à l'extérieur, surtout là-bas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le feront encore. Maintenant, un match c'est 90 minutes, c'est pas 45, donc à partir du moment où en deuxième mi-temps on ne fait plus 3 passes d'affilée, et dans un match contre Bonine, on ne gagne plus les duels en deuxième mi-temps, on ne sait pas gagner un match. Oui, parce que vous perdez 4-3. Ça s'est vérifié aussi contre Sauvenière. Contre Sauvenière, on est rapidement mené au score après 8 minutes sur une accumulation d'erreurs qui donne un coup franc à 40 mètres, super bien donné, mais que personne ne touche le ballon et qui termine au fond. Mais après, au nombre de face-à-face et au nombre d'occasions, et même dans le jeu, on a été dominant et on a simplement manqué de réalisme. Julien, vous avez dans votre équipe, j'imagine que ce sont des frères, Basile Husquin et Elliot Husquin. Alors, simple question, est-ce que ce sont les fils du célèbre, entre guillemets célèbre, Husquin, qui jouait à Saint-Servais avec David Culot, etc., à un moment donné, qui était un très bon joueur de la Province Namur? Ce sont les fils du très célèbre, je vais le dire quand même, Samuel Husquin, mais je ne sais pas si c'était celui qui a joué à Saint-Servais par le passé. Oui, voilà, mais il y a encore des joueurs qui ont de beaux restes chez vous. Timothy Pirot, qu'on ne présente plus non plus, qui a joué à Ouépion, à Spi, et j'en oublie d'autres. Il a toujours des beaux restes. Vous attendez plus de lui? Écoutez, il n'a pas encore su beaucoup montrer ses qualités cette année-ci sur le terrain, parce qu'il a une blessure qui l'a tenu écarté depuis le premier match arrêté à Floref. Donc il revient seulement dans le groupe, ça fait 2 semaines qu'il se réentraîne, et il a joué son premier match complet depuis Floref comme en samedi contre Sauvenière. Donc il faut le temps qu'il retrouve un petit peu de rythme et de sensation, mais il se sent bien à l'entraînement, et une fois qu'il aura retrouvé tout ça, il va nous aider clairement, et il nous a manqué, même si il nous a manqué, mais on a bien fait les choses avec ceux qui sont là. On a un gros groupe, que ce soit en nombre ou en qualité. Donc quand il y en a un qui n'est pas là, il est remplacé par aussi bon. Donc, vous avez, et ça c'est intéressant aussi pour un coach, beaucoup de joueurs qui savent marquer un but. Je vois Lambermont, Jérémy, 6 buts, Sofiane Nejar, 4 buts, je suppose que c'est lui qui a joué à Assès à un moment donné, peut-être, Pirot, donc 3 buts, on vient d'en parler, Dupuis, 4 buts, les frères Husquin, 4 et 8 buts, Adrien Roger, 4 buts, Thomas Kurman, 4 buts. Voilà, il y a un beau potentiel offensif quand même dans cet effectif de Leuze. Oui, clairement. Mais on a une équipe, je pense, relativement complète. Et pour moi, on est plus costaud que la saison passée. On a dû repasser par la force des choses Adrien Lovanfoss à l'arrière central avec Brian Delving,
Et pour le moment, ben voilà, il n'y a absolument rien à dire, même si on n'a plus la meilleure défense, mais c'est largement solide. Et puis au milieu de terrain, quand on voit la concurrence et la qualité qu'on a, ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de P3 qui peuvent se réjouir d'avoir de la qualité comme ça. Et alors ben, les offensives, vous venez d'en parler. Donc voilà, maintenant, après c'est bien d'avoir un beau groupe sur papier, c'est bien d'avoir de la qualité, mais c'est clair que dans des matchs comme contre Loyers ou des gros matchs comme contre Bonine et Sauvenière, ben, c'est clair qu'il faut un petit peu plus de réalisme et surtout jouer les demi-temps. Voilà, vous avez un match à Templou pour bien vous relancer ce week-end. Et puis, il y aura déjà Grand Lébé, hein, qui est une équipe assez costaude, qui viendra vous rendre visite. Voilà, mais je vois qu'il y a pas mal de noms qui évoquent quelque chose pour moi. Et je vous regarde, Gabor aussi, vous avez connu Gaëtan Baudot. Eh bien, Gaëtan Baudot, il est délégué là-bas à Leuze. Enfin, je suppose qu'il est toujours délégué. Hein. Il est pas délégué, il est un peu directeur sportif. Il a repris aussi avec Michel Baudouin un peu la place de Fred Adam quand il nous a quittés, et ils font un boulot monstre, que ce soit pour les jeunes ou pour l'équipe première, enfin pour les équipes premières. Ouais, Donc, et vous n'êtes pas sur la feuille de match. Je voyais Fred Collinet T1 et Pierre Dandois T2. Si je reprends la feuille... C'est Jérôme Dandois, c'est mon adjoint. Oui. Et Frédéric Collinet, c'est notre délégué. Oui. Donc, c'est parce que vous n'apparaissiez pas sur la feuille de match de ce week-end, mais bon, je suppose que vous étiez peut-être suspendu. Oh. Non. Non, j'étais pas suspendu. J'étais tout simplement été mal encodé. Un méchant coach. Et puis on rappellera aussi que juste avant Noël, il y aura un joli cadeau de Noël quelques jours avant à mettre sous le sapin, puisque c'est un autre derby face à Aiguezé. L'autre derby de l'entité. Oui, tout à fait. Maintenant, ce que je trouve un petit peu dommage cette année-ci, j'étais à mon grand étonnement, c'est que ça ressemble plus vraiment à un derby, parce que nous, on a la chance d'avoir beaucoup de gens du club et du village et de la région. Et quand on est arrivé à Aiguezé pour le premier match, on ne connaissait pas un seul joueur. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour deux clubs qui sont séparés de kilomètres. Merci beaucoup, Julien Grégoire. On restera évidemment attentif à cette série, hein, parce que tout n'est pas joué, loin, très très loin de là, et qu'il risque encore d'y avoir quelques rebondissements. Merci beaucoup, puis bonne fin de première partie de saison d'ici à Noël à vous et à Leuze, Julien. Il y a quand même une question importante que nous pose Axel Rouffignon, un joueur important de Meudon. Bonsoir à tous. La solution pour Leuze ne serait-elle pas de faire monter Alexandre Roger dans le noyau A? Expliquez-nous. Je pensais que le nom d'Alexandre Roger aurait été cité bien plus tôt dans l'interview. C'est un très bon gars, mais je pense que dans un vestiaire, il peut venir faire le 16e en P3 ou en P2 pour mettre l'ambiance, parce que c'est vraiment un top bout en train. Mais quand il est venu nous dépanner, de toute façon, déjà même à back droit ou même flanc droit, il a très bien fait les choses, hein, mais c'est toujours un coup de dé. Bon ben voilà, voilà. Mais chacun son rôle, ceci dans un vestiaire, ça c'est important. Et le rôle de clown fait partie aussi forcément de rôles qui sont importants dans les vestiaires. Merci Julien Grégoire. Bien sûr, et clairement que ce soit en P3 quand il vient nous dépanner, enfin, quand il venait nous dépanner l'année passée, ou en P4, c'est clairement un bout en train, et des gens comme ça, il en faut beaucoup dans un vestiaire. Effectivement. Merci beaucoup Julien Grégoire, et très bonne soirée aussi. Évidemment, on va aller vers notre quiz. Merci. Vers notre quiz. Voilà, on va vous laisser le temps de vous connecter. Moi aussi, d'ailleurs. Je peux me permettre, j'ai juste une petite chose, parce que le premier invité, vous parliez de Tamine P2. Il y a aussi dans notre groupe de P2, il y a une superbe équipe aussi. Oui, qui est quand même 2-3e, je pense, derrière. Derrière Dinan. C'est Dinan. C'est notre équipe B avec nos jeunes, et je voulais juste souligner le travail de Damien Trimboli, et puis tous nos jeunes. Hein. Il y a, parce que vous le dépouillez souvent, beaucoup du 17, Charles Dion, vous le Jordan Mayanga, tout ça. Ah oui, mais je me demandais d'ailleurs ces joueurs-là, Charles Dion et Jordan Mayanga, qui ont joué en première provinciale il y a déjà une paire d'années, et même plus haut. Vous n'êtes pas tenté de temps en temps de les prendre sur votre banc quand ça tourne un peu moins bien? Oui, on a déjà pensé. D'ailleurs, ici, ce week-end, il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe B. Et oui, ils sont susceptibles de venir nous donner un petit coup de main quand c'est nécessaire. Faire un petit peu le nombre, comme on dit. Allez, le quiz, c'est maintenant.
vous venez jouer avec nous sur www.bouquet.live et vous allez pouvoir vous connecter sur www.bouquet.live. Je vais juste ouvrir les connexions pour les joueurs. Et c'est parti, on a déjà 6 joueurs qui sont prêts. Stevino, Theo Hartz, RFC Rinois, Mathieu Neumier et Peggy. On va vous laisser quelques instants pour vous connecter. Le temps pour moi d'aller jusque dans le... Oups là, c'est mon ordinateur qui fait du bruit. Dans le chat, alors, Monsieur Buguin, un message qui t'est adressé. Je me rappelle une discussion pendant le stage d'un nouveau concept avec le Claudio Carolo. Oui, mais en fait, pour tout vous dire, le Claudio Carolo, c'est notre copain Claudio Fourduel, qui est un délégué important là-bas à Tamine. Je crois qu'il contribue aussi à la bonne ambiance. Et son nouveau concept, c'était tout simplement, je n'allais pas dire de faire le clown, mais de donner un peu plus d'ambiance sur le plateau, peut-être. Voilà. D'accord. Voilà. Et il a entendu parler d'Alexandre ici, et donc je pense que ça lui redonne des idées. C'est pour ça qu'il envoie cette petite... c'est très bien. Petite remarque. Une suggestion de la communauté comme ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Allez, vous êtes 7 sur le www.bouquet.live. C'est bien, si vous n'êtes pas plus que ça vous donnera une chance sur 7 de gagner ce bon d'achat pour du matériel sportif chez notre partenaire. Un 8e qui vient de se connecter, Rouf et Bobby. Allez, on va avancer. Si vous n'êtes pas encore totalement connecté, c'est pas grave, il y a 8 questions, vous le savez. L'important, c'est d'abord de bien répondre à ces questions et de répondre le plus rapidement possible. Ça vous fait gagner des points. Et donc, même après la première question, si vous l'avez loupé, vous pouvez encore largement vous refaire. D'autant qu'il y a des pièges et il y a des questions je sais ou je sais pas. Et si je sais pas, je sais pas. Allez, c'est parti pour la première question de ce quiz. Quelles sont les meilleures défenses en P1 ? Petit indice, il n'y a donc pas qu'une seule meilleure défense en P1, mais il y a plusieurs qui sont à égalité de buts encaissés. Lesquelles ? Parmi Meubé, Rochefort, Nîmes et Grandlay, il me faut toutes les défenses. S'il y en a plus, c'est mort. S'il y en a moins, c'est moins de points. Voilà. Alors, les meilleures défenses, c'est pas Meubé, c'est Rochefort, B, Nîmes et Grandlay pour les meilleures défenses de mémoire. Je pense que c'est 12 buts ou 16 buts encaissés. C'est 16 buts encaissés par ces 3 formations. On fera un petit point classement évidemment tout à l'heure si vous n'êtes pas connecté. www.bouquet.live. Combien de points sépare l'Arquet de Moucron, le leader de la D3 AACFF? Si vous suivez comme Gabor, avec beaucoup d'attention, les mathématiques des classements, vous devriez répondre sans trop de soucis à cette réponse. Eh bien, c'est 8 points et on n'a qu'une seule bonne réponse. Voilà. Comme quoi. Allez, 3e question, on fera un petit bilan après la 4e. Quel joueur de Tamine a marqué un doublé le week-end dernier face à Flawin ? Est-ce que c'est Giuliano Corvo, Loïc Noël, Nicolas Rossom ou Adam Salès? Question facile, en plus on a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on a évoqué le doublé tout à l'heure? Je ne suis pas sûr qu'on a évoqué. Non, on ne l'a pas évoqué. On a parlé de ce joueur, je pense. Il était dans les top buts. Il était dans les top buts, voilà. C'est bien Nicolas Rossom, effectivement. Vous êtes 7 à avoir bien répondu. Magnifique. Et puis 4e question, on fera une petite pause résultat rapide juste après celle-ci. Quels Diables Rouges ont inscrit un doublé hier face au Liechtenstein? On rappelle la victoire large 7-0 à Sclessin pour les Diables Rouges qui se qualifient pour la Coupe du Monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Il y a plusieurs Diables Rouges qui ont inscrit un doublé hier. Lesquels parmi le coup de Kettenaar, Van Aken ou Salemakers? C'est effectivement Jérémy Decoux et Charles de Kettenaar et non Hans Van Aken. Il a failli, je pense, marquer un doublé, mais il n'a pas marqué ce doublé. Allez, on fait un petit point résultat avec une première place pour l'instant pour Bobby, suivi par Theo Hartz, Stevino, Mathieu Neumier, RFC Rinois, Peggy, Jeff, mais l'autre Vivian et Rouf avec 0 points. Donc, Bobby, pour l'instant, pas mal. Mais tout reste possible. Il reste 4 questions sur le www.bouquet.live et on va découvrir la 5e directement. Quelle est la seule équipe contre laquelle je n'ai pas perdu des points cette saison? Qui tourne très très bien. Et on sait que ce n'est pas Tamine, puisque notre invité nous a dit qu'ils avaient perdu contre Tamine. Effectivement. Enfin, qu'ils avaient gagné, jamais pas gagné contre Tamine. Tout à fait.
Non, contre Tavier. Je mets Tavier. Tamine. Non, Pas Tamine. Si, notre premier invité de Tamine nous Oui, a justement, parlé oui, de... juste, oui, oui. oui. Et eh bien oui, c'est l'équipe de Saint-Gérard qui a décroché le nul face à Gemep. Pour le reste, toutes les autres équipes ont été battues par Gemep qui fait une très très bonne saison. Et je me permets au passage, J'ai Greg, lancé la nous serons à Saint-Gérard dimanche pour suivre le match Saint-Gérard-Florennes. Et j'insiste parce que c'est un coin où on n'est jamais allé voir un match. La question est lancée, donc on d'accord, juste ok, après. ok. Combien de clean sheets contre Pêche cette saison en P4A? Il reste 19 secondes, 18 secondes. Vas-y, continue. Ah non, je voulais simplement dire qu'on est content d'aller voir les gens à Saint-Gérard parce qu'il y a toujours énormément de voitures là-bas. Et je me disais, on n'est jamais allé les filmer. Eh bien, on sera là dimanche contre Florennes, un espèce de derby aussi. Donc soyez là, les supporters de Saint-Gérard. Presque derby, effectivement. Ouais, presque derby. Combien de clean sheets? C'est impressionnant quand même pour Pêche. 9 clean sheets. 9 clean sheets sur 12 matchs, 13 matchs, c'est énorme. Pour Pêche qui tourne pas mal. En P4A, avant-dernière question. Et elle porte sur un joueur qu'on connaît bien, Kylian Mbappé, qui atteint un milestone avec son doublé face à l'Ukraine. À combien de buts est Mbappé au total de sa carrière professionnelle hors équipe B ou équipe de jeunes, évidemment. Lui qui a commencé à Monaco, puis Paris Saint-Germain, et puis le Real Madrid maintenant. Combien de buts au total, bien sûr, des clubs et de la sélection nationale? 400, vous êtes 3, effectivement, alors 131 et 58, les amis, c'est pas des milestones, hein, ça. 200, oui, mais 131, 58, c'est pas des milestones. C'est bien 400. Allez, dernière question avant de savoir qui est le grand gagnant ou la grande gagnante de ce quiz. Quel joueur de Meux a été titularisé pour la première fois de la saison en D1 à CFF ce samedi face à Scarbeck? Lisez bien la question. Lucien Gauchet, Nathan Haneuse, Nolan Mercier ou Martin Vanval. Première fois titulaire de la saison en D1 à CFF avec donc l'équipe A de Meux. Lequel donc de ces 4 joueurs? J'en profite pour aller voir un petit peu sur le chat aussi. Et c'était bel et bien Nathan Haneuse. 4 bonnes réponses, on passe au classement final. Est-ce qu'il a évolué? Et regardez les amis comme il a évolué. Regardez Bobby qui était premier. Eh bien, c'est Mathieu qui vient chercher la victoire avec 399 points devant Stevino et Bobby. Quand on vous dit que ça peut s'inverser méchamment, ben voilà, Mathieu, on te recontactera évidemment dans les prochains jours, pas prochaines heures, dans les prochains jours, pour te donner la marche à suivre pour ce bon d'achat. Alors j'ai Marco Casso qui est avec nous, je le salue d'ailleurs, Marco qui est là aussi un entraîneur à titre personnel j'apprécie énormément, qui fait Bedge Gabi, prend soin de mes Meutis. Et justement, les Meutis, on parle de Gilles Kinif. Bien sûr. Et Antoine Boreux. Et Antoine Boreux. Hein. Un petit peu plus difficile pour Antoine que Gilles dans ce début de championnat. Je dirais un peu plus difficile, oui peut-être. Gilles, il a marqué énormément de buts. C'est ce qu'on lui demande, donc oui, il les oui. marque. Oui, certainement, oui, c'est ce qu'on lui demande. Mais Antoine, c'est comme l'image de certains d'autres joueurs et comme l'image globale de Ciné actuellement. Oui, on est un petit peu en difficulté. Donc, Parce qu'on joue différemment à Ciné qu'à Meux, forcément. Et parce que les terrains sont différents aussi. La façon de jouer d'Antoine à Meux n'est pas du tout la même façon qu'à Ciné. Hein. C'est un peu différent, quoi, je veux dire. Pas le même coach non plus. C'est pas le même coach, non? Oui, voilà, ça, évidemment, tout ça, ça rentre en compte. Et on est parti quasiment d'une page vierge, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements dans l'effectif aussi. Et puis, voilà, quand vous venez d'une si longue période dans un club où tout a été super, là, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas à avoir autant de difficultés. Mais je trouve que voilà, il n'y a pas non plus grande catastrophe. C'est vrai non, que mais l'aspect défensif, c'est votre principal souci à Ciné, parce que vous encaissez beaucoup, hein, et vous marquez quand même pas
Ouais, c'est pas si mal, mais vous encaissez beaucoup. Il y a même la problématique du gardien. À un moment donné, vous aviez Hugo Dezil, vous faites venir un gardien qui arrive de Raren, hein, c'est pas tout près. On n'a pas l'impression qu'il encaisse beaucoup moins que Hugo. Donc voilà, défensivement, il y a eu beaucoup de changements de joueurs. On a l'impression que vous cherchez encore la bonne formule. Oui, c'est exactement ça. Et on peut pas dire autrement. Quand on encaisse 30 buts en 12 matchs, on est le troisième pire défense, mais on n'est pas... Après, on va dire les autres, on s'en fout, mais on n'est pas le seul dans le cas. Quand je vois Monceau, quand je vois Anden Evlet, c'est des effectifs aussi comparables à la nôtre. C'est des très grosses cylindrées sur papier de la série. Ils encaissent quasi autant que nous. Donc voilà, il ne faut pas non plus qu'on se focalise que sur nos gardiens et que sur notre défense. C'est toute une équipe. C'est notre milieu de terrain aussi qui doit mieux protéger nos défenseurs, certainement. Et puis, mais nos offensives aussi. Vous savez, l'auteur d'une équipe sur un terrain de football, c'est beaucoup défini aussi par les joueurs offensifs. Si ils font bien leur travail défensif, mais ça nous permet aussi de jouer un petit peu plus haut sur le terrain. Donc, notamment sur le contre-presse, hein, évidemment, en perte de balle, voilà. C'est important. Je reviens sur le fameux coup de fil du président dont on parlait tout à l'heure et de l'agenda. On répète, Esch ce week-end, Loyers, Saint-Michel, donc deux derbies, Saint-Michel, un match important face à une équipe qu'il va falloir battre, et puis l'Arquet. Ah oui, encore là. Et puis l'Arquet, juste ça, c'est juste les 4 matchs avant Noël. C'est ça. Les 4 prochaines rencontres. Oui. Or, quand je regarde la saison de ciné, il n'y a pas eu plus de 2 matchs sans défaite. Il y a une seule fois, c'était en début de championnat, 2e et 3e journée, une victoire, un match nul. Après, c'est d'office, une victoire, une défaite. Un match nul, une défaite. Une victoire, une défaite. Oui. Qu'est-ce qui va changer dans les prochaines semaines pour avoir une assise et pour, peut-être pas 4 victoires, mais au moins d'avoir 3 semaines d'affilée, au moins 3 semaines d'affilée, avec une victoire ou un match nul? C'est quoi le plan? Oui, mais justement, il nous manque, vous avez très bien cité, il nous manque de régularité, et pas seulement de week-end en week-end, mais pendant un match aussi. Quand on voit qu'on est capable de faire des super moments pendant un match, des périodes extraordinaires, par exemple la deuxième mi-temps de Moucron, mais c'est souvent quand on est mené et qu'on est un petit peu, je ne sais pas, secoué. Voilà, quand finalement t'as pas grand-chose de perdre, voilà, parce que quand c'est 0-3, tu vas, voilà. Et je pense que psychologiquement, ces matchs-là, les échéances qui nous attendent, 3 matchs à domicile. C'est 3 matchs à domicile sur les 4. Et Sydney n'a plus gagné à domicile depuis 2 mois. Depuis 2 mois, c'était 7-2 contre le Kosovo. Oui, mais d'ailleurs, malheureusement, c'est le seul match que nous avons gagné à domicile. Ouais. Parce qu'on a des matchs nuls contre Anden et Monceau, et on a des défaites contre Moucron et Bien. Et Gabor, le président, je crois savoir aussi, on en a parlé, c'est pas un secret, comme ça vous pouvez répondre à tout le monde, dit que votre équipe n'est pas au point physiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il y a un manque de conditions physiques, juste ou pas juste? Puisqu'il y a des trous dans les rencontres aussi, que vous partez à 0-2, ils ne savez pas gérer. Non, je ne pense pas que c'est un problème physique. Après, l'état de forme, l'état physique des joueurs, c'est peut-être pas... Allez, vous savez, dans une série comme le nôtre, on a 2 entraînements, nous. Et je pense que la majorité des équipes, c'est comme ça. Et c'est super important ce que les joueurs font en dehors aussi. Parce que bon, avec 2 entraînements, c'est pas toujours évident. Vous sous-entendez qu'ils sortent de trop, qu'ils n'ont pas une bonne hygiène de vie? Non, pas du tout. Mais peut-être que voilà, des garçons, ils ont dans les nouveaux aussi, ceux qui sont arrivés, peut-être qu'ils sont pas à leur top niveau physique, d'état de santé. Voilà, il y a toujours des petits papins, des petits bobos et tout ça. Et bon, c'est vrai que pour tout vous dire, c'est vrai que le président, il dit voilà, j'ai pas l'impression qu'on est bien physiquement, j'ai pas l'impression qu'on s'entraîne assez. Moi, je suis pas de cet avis-là. C'est plutôt le problème, les petits bobos et tout ça. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que le plan pour les prochains matchs, ça va être aussi
pas vraiment bricolé comme on a fait jusqu'ici, mais on va avoir énormément d'absents encore. Enfin, Et donc, Cyril Rossi. et donc des rotations à nouveau dans... Oui, voilà, il n'y aura pas probablement une continuité qu'on pourrait se dire, ben voilà, le prochain 4 matchs, le prochain mois, ben on va jouer avec les 8, 9, 10 joueurs. Ouais, Mais voilà. vous auriez pris un préparateur physique, c'était pas mieux en début de saison? Il y en avait un au début, oui, mais ouais, après... Parce que vous faites beaucoup de choses tout seul, quand même, non? Vous avez des adjoints, mais, Oui, c'est mais ça. vous n'avez pas vraiment un vrai T2, comme dans d'autres clubs. On voit parfois dans les clubs même de Détroit, une vraie armada dans le staff sportif. Oui, bien sûr, il y a Valentin Delcourt, il y a Massimo, il y a aussi Dieter, qui est entraîneur de nos gardiens, mais qui est aussi là dans tout ce qu'on fait au niveau de choses tactiques et tout ce qui est fait aussi avec nos joueurs de champ. Donc voilà. Maintenant, moi je pense que avec les entraînements, ne fût-ce que les continuités depuis le début de préparation, l'endurance et le physique, c'est là. Moi, je ne peux pas me permettre de consacrer un entraînement, par exemple celui de mardi, que faire du PP et courir sans ballon. Évidemment, il y a des exercices qui sont beaucoup plus efficaces sans ballon qu'avec ballon. Et de toute façon, un joueur de football, il passe beaucoup de temps sans ballon. Donc, il faut aussi. Mais moi, je suis plus d'avis de travailler tactiquement, de travailler des mises en place et puis faire beaucoup de ballons. Vous savez, quand on fait une possession ou des petits jeux, si on le fait correctement, on travaille aussi. On va aller vers la carte talk parce qu'on arrive tout doucement, même très vite d'ailleurs à la fin de cette émission. La carte talk, c'est maintenant. Avec Dorian Gilsoul, c'est lui que tu as choisi pour cette carte talk médian donc assigné. On rappelle le principe, je vais te demander 3 cotes. Une cote attaque-défense, une cote technique et une cote physique qui ne peuvent pas être dans la même dizaine. Et puis ensuite, dans les 5 bonus ou malus, d'aller chercher 3 des 5. Et puis derrière, il y a un algorithme, un calcul qui se fait que les bonus peuvent parfois se transformer en malus. Ça, c'est le côté un petit peu magique de cette carte talk. On va commencer par l'attaque-défense, entre 0 et 100. Une cote attaque-défense. Donc d'abord l'attaque. Attaque-défense, donc c'est capacité à... je pense qu'il attaque quand même mieux qu'il défend, donc je dirais sur 100, c'est ça? Ouais. Je dirais 70. 70, ok. Une note technique? Technique, je dirais 85. Ok. Une note physique? 60. Ah ouais, c'est pas beaucoup, pas physiquement, pas au top. Non. C'est pas un joueur que tu prends pour son physique. Non, il n'est pas au top parce que aussi des pépins et tout ça et voilà, je pense que non, physiquement il n'est pas à sa meilleure forme. Il le sait. Pas. Je pense que oui. Ensuite, dans les petits bonus-malus, est-ce que c'est plutôt un fantaisiste technique? Est-ce qu'il aurait une bonne patte gauche, pas mal dans les airs, un sniper, une Formule 1, si tu devais en choisir 3? 3? Ouais, ou 2 si tu veux. Patte gauche, je dirais patte droite finalement. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ok, oui. Il utilise très bien le pied gauche aussi. D'ailleurs, on a vu ici le super but qu'il marque le deuxième à Ever, mais plus une très bonne patte, oui. Sniper, c'est possible c'est plus pour les attaquants, je dirais, oui. Formule 1, non. Maîtrise d'air, il n'y a pas plus de... Fantaisie technique, Oui, voilà, oui. Fantaisie technique. Oui, voilà, ça, oui, techniquement, il est... Allez, il ne faut pas le décourager, il vient de marquer 2 buts. Hein. Non, pas du tout, mais c'est que du positif, c'est ce que j'ai dit là, oui. Allez, on découvrira dans quelques instants le score et la note globale. Philippe, une dernière question, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission. J'avais simplement envie de demander à Gabor si finalement, et c'est ça qui est un peu paradoxal, on cherche son souffle maintenant, où on a des problèmes défensifs maintenant, mais vous m'avez dit, j'avais l'impression qu'on était plus au point en préparation. Hein. Vous avez superbement joué contre Oshore, 7-3, et puis contre Londerzeel, qui est quand même, je viens de le dire tout à l'heure, une grosse équipe de D2 VV, 36 sur 36, et vous aviez quand même fait un bon match malgré la défaite 1-3. Donc vous étiez plus au point en préparation
que presque maintenant. Hein, est-ce que c'est aussi parce que, par la force des choses, beaucoup de blessures, il a fallu mettre beaucoup de jeunes dans cette formation, et il y a beaucoup de bons jeunes. Hein. On ne parle pas que de Doussin. Sidney quand même aussi récupéré Oui. la qualité Oui, de oui, ces oui. jeunes, hein. Non, c'est pas du tout parce que les jeunes, non, ils répondent présents. C'est des super joueurs, et vraiment des très bons joueurs, et des très bons gars. Non, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on stagne un petit peu. Oui, on a fait attention, tout n'est pas à jeter. Hein. On fait un bon match à Evere encore ce dimanche, et on a fait des bonnes choses, de belles choses. Mais c'est vrai que par rapport au début de saison, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une progression. À notre décharge, pour nous excuser un petit peu, il n'y a pas de continuité, et c'est malgré nous. Voilà, il y a énormément d'absents, il y a énormément de blessés. Et vous perdez encore aussi. Voilà, Dorian sera suspendu aussi, Axel est encore incertain, donc voilà. Mais c'est vrai que le plus important, c'est d'essayer de gommer nos erreurs. Parce qu'en fait, c'est l'équipe qui va faire moins d'erreurs et qui va être plus régulier, c'est ces équipes-là qui vont vivre une saison tranquille. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin pour faire beaucoup moins d'erreurs et voilà, de se retrouver dans une position où on ne joue pas tout le temps avec la peur au ventre et avec le couteau sur la gorge. Le match le plus compliqué, c'est celle qu'on doit gagner. Dimanche, ça va être un match très compliqué. Il faut des guerriers sur le terrain. Des guerriers aussi, mais il faut de la qualité aussi. Je mets beaucoup l'accent, et je suis quelqu'un qui cherche les solutions footballistiques. Pas que ça ne va pas parce que vous n'avez pas mouillé le maillot. Mais non, moi quand je vois les garçons, la majorité, ils sont appliqués et ils font le boulot. Gabor, on va découvrir la carte de Dorian. Oui. 66. Oui. Voilà. C'est comme le code au PlayStation, c'est ça les joueurs de... C'est ça. On peut pas je pense que c'est quand même plus. Ouais, globalement, il est quand même plus... Alors après, voilà, je te dis, il y a dans les bonus-malus, parfois ça peut être des plus X% ou moins X%. Donc ça, c'est le petit jeu, évidemment. Voilà. Thomas Delis. Oui. Qui d'abord te remet ses amitiés et qui nous dit: Gabi, la grande classe, l'élégance, un fan du beau jeu, un coach qui vit son match, j'adore. Bonjour de Tao Westens. Qui est Tao Westens? Tao Westens, c'est le garçon qui nous a un peu énervé, hein, parce que c'est lui qui fait le tacle sur Alexandre Herto, qui pour moi ça méritait une punition beaucoup plus importante qu'il a eu, et voilà. D'ailleurs ici il a été exclu. Quand c'est arbitré correctement, voilà. Oui, parce que vous aviez fait 2-2 contre le Condrusien, c'est ça, hein? Oui, on a fait 2-2, oui, malheureusement, oui, c'est ça. Merci beaucoup Gabor d'avoir été avec nous. Bon merci à vous. Pour les 4 matchs à suivre, hein, et on suivra ça, d'autant que ça concerne forcément aussi 3 équipes de notre zone de diffusion chez Bouquet. On aura, j'imagine, des collaborations comme toujours avec nos amis de la télé, notamment Laurent Dozimon, qu'on salue s'il regarde. Merci Philippe d'avoir Merci Greg, et pour Gabor, des matchs aussi très intéressants à jouer, hein. C'est tous des copains, à l'Arquet, à l'Oyers, à Esch, donc il faut les gagner. Ce sont des derbies. On avait perdu contre BM, donc un petit match sur le contre Condrusien. Maintenant, il est temps de les gagner, les derbies numéro 1. Bien sûr, oui, ça complique quand même la série, hein, parce que vous avez 12 derbies, donc c'est pas évident. Mais c'est gai aussi, parce que y a la buvette après, on retrouve comme tu me dis, on retrouve des potes, des gens avec qui on a déjà travaillé, donc c'est aussi très agréable. Mais bon, voilà, effectivement, bonne fin de première moitié de championnat. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous, évidemment. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau Talk Foot. Ciao, ciao.